Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité économique, parfois politique et surtout financière dans Smart Bourse, pour décrypter les drivers de la planète marché. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir 3 experts en plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Raphaël Thuin. Bonsoir Raphaël Thuin. Bonsoir. Responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Julien Kistrebert. Bonsoir Julien Kistrebert. Bonsoir. Gérant chez Taylor Asset Management. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Stéphane Déo. Bonsoir Stéphane Déo. Bonsoir. Senior Portfolio Manager chez Eleva Capital, mais aussi membre de l'éco à venir. Je vous propose de commencer avec vous, Stéphane Déo, sur ce sujet qui anime la planète marché depuis une dizaine de jours maintenant. On ne va pas parler politique, mais on va parler conséquences de décisions politiques sur le marché obligataire et un spread qui s'est légèrement tendu entre l'endettement, ou en tout cas la dette française et la dette allemande. Bon, on ne va pas refaire la séquence, mais il y a effectivement eu d'abord le stress sur la dette française, ensuite une sorte de report un petit peu des investisseurs sur la dette allemande. Et maintenant, on entend deux choses. Il y a ceux qui disent le marché n'a pas encore pricé le pire, et ceux qui disent globalement, oui, il y a eu une tension sur le spread, mais ça reste contenu. Quelle est votre position à vous, Stéphane Déo, si on rentre directement dans le vif du sujet ? Je suis d'accord avec les deux. D'accord. Ça reste contenu. On a effectivement tutoyé les 80 points de base de spread, qui était un peu le plus haut qu'on avait touché lors des dernières crises. Donc il n'y a pas de panique pour l'instant. Le spread reste mesuré. Je note quand même qu'on est passé en termes de taux d'intérêt au-dessus du Portugal. Donc on est quelque part en ce moment entre le Portugal et l'Espagne. Je rappelle que la France est AA-, c'est-à-dire qui reste une très bonne note. L'Espagne et le Portugal sont single A. Donc, ils ont 2-3 grades en dessous. Donc, bien sûr. Le marché price maintenant pour la France au moins un downgrade, si ce n'est 2. On traite comme un single A, déjà. Donc, il n'y a rien d'excessif, mais il y a quand même quelque chose qui est assez marqué. Et je discutais avec une agence de notation il y a quelques semaines. Je leur disais, mais vous êtes quand même assez sympathique avec la France. On a une dette qui est assez importante, un déficit qui est assez important. AA-, c'est généreux. Ils me disaient, oui, mais il y a 2 points très, très importants. Un, la stabilité politique. D'accord. Alors ça, je ne vous fais pas un dessin. Je pense qu'on peut passer par perte et profit complet. Bien sûr. Oui. Et 2, on donne le bénéfice du doute à la France en termes de trajectoire budgétaire sur les années à venir. Là aussi, je ne vois pas très bien comment on va avoir une consolidation fiscale assez marquée dans les années qui viennent. On peut toujours se tromper, mais c'est peu probable. Donc l'argument 2, lui aussi, a beaucoup de plomb dans l'aile. Là où je veux en venir, c'est que pour l'instant, on price un scénario qui n'est pas catastrophique. Je pense que, sans vouloir faire de politique, il y a certains scénarios où ça peut être beaucoup plus grave, et ces scénarios ne sont pas pricés. Mais je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est qu'on yoyote effectivement entre 70 et 80 points de base de spread, alors qu'on était plutôt à 50. Je donne juste l'ordre de grandeur. Bien sûr, oui. La probabilité qu'on revienne à 50, pour moi, elle est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'on s'est écarté, et c'est 0,3 de plus de coût de financement de l'État français. Et pour moi, c'est acté. Et il est très très peu probable qu'on revienne vers le bas. Oui, parce que, alors, effectivement, sans faire de politique dans une émission financière, il y a quand même 3 projets aujourd'hui, dont 2 impliquent de nouvelles dépenses et donc potentiellement, s'il n'y a pas de recettes en face, un déficit un peu plus creusé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché obligataire price finalement le fait qu'on ne reviendra pas à une situation normale. Votre scénario, c'est la situation qu'on connaissait il y a encore 15 jours sur l'endettement et la dette française. Il n'est pas plausible qu'on revienne sur ces niveaux-là dans les prochaines semaines, le 9, 10, 11 juillet par exemple ? Plausible, si, mais c'est très peu probable, à mon avis. Après, il y a des programmes sur la table. Je pense qu'ils ne seront pas appliqués parce qu'ils sont quand même un petit peu ambitieux sur certains aspects. Certains se construisent encore. Voilà. Et un peu flou, pour pas dire plus. Mais il est très très peu probable que ces programmes ne soient pas appliqués du tout. Il y aura une partie des mesures qui seront appliquées, et donc je vois mal comment la trajectoire de la dette française pourrait s'améliorer par rapport à ce qui était prévu il y a 15 jours ou il y a 3 semaines. Tout est possible en économie, mais très clairement, le marché a pris une vue qui est, ça se détériore, c'est pas catastrophique. Une fois de plus,
On a gagné 30 BP, c'est-à-dire 0,3%, grosso modo, c'est l'ordre de grandeur, enfin 0,25, 0,30. Ce n'est pas une situation de panique. On ne price pas du tout des scénarios beaucoup plus graves ou pires. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui quand on compare effectivement la capacité d'endettement de la France par rapport à la capacité d'endettement d'un pays comme le Portugal ou comme l'Espagne, qu'on avait plutôt tendance à considérer comme des pays périphériques, là où la France restait dans les pays corps avec l'Allemagne? Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui en Europe derrière ce pricing des marchés du risque politique français? Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est le coût de la dette pour l'État français progresse. Et ça, c'est acté, et malheureusement, je pense qu'on ne reviendra pas à la situation ex-ante. Donc ça, c'est un coût fixe qui augmente pour l'État français. Il y a un autre sujet qui est un petit peu plus compliqué, mais qui me semble très important. Quand vous avez une récession, il y a deux histoires que vous pouvez raconter. Vous avez une histoire à l'allemande, qui est, vous avez une récession, donc les taux baissent, parce que la BCE va baisser les taux, etc. Et donc le coût de financement de l'État baisse, et donc vous pouvez faire une relance budgétaire avec un déficit, parce que vous pouvez vous endetter. Ça, c'est la première histoire. Et puis vous avez une histoire à l'italienne, qui est, vous avez une récession, les marchés ont peur, le spread s'écarte, et donc les taux d'intérêt augmentent. Et donc au moment où vous avez besoin que l'État supporte l'économie qui s'endette pour stabiliser, le coût d'endettement explose. Et donc la situation allemande, c'est la bonne, parce que vous pouvez être contracyclique, c'est-à-dire aller à l'encontre d'une récession. La situation italienne, c'est la pire, parce que quand vous avez une récession, tout va mal en même temps. Pour l'instant, la France était plutôt dans le camp allemand, c'est-à-dire que nos conditions d'endettement s'amélioraient au moment où on en avait besoin. Moi, j'ai bien peur qu'on soit en train de basculer dans le camp italien, espagnol et autres. Et ça, c'est beaucoup plus grave pour moi qu'un coût de la dette qui augmente, parce que ça veut dire qu'on peut beaucoup moins piloter le cycle, et donc on pourra beaucoup moins avoir de marge de manœuvre la prochaine récession. Raphaël Thuin, beaucoup de choses ont été dites, mais quelle est votre analyse, votre vision? Comment est-ce que chez Tikehau Capital, vous traversez cette période qui dure depuis une dizaine de jours maintenant, d'un point de vue financier, à l'analyse de ces marchés obligataires européens? On est beaucoup dans l'observation aujourd'hui. Je rejoins cette idée que finalement les dislocations aujourd'hui ne sont pas très importantes. On a d'une part un scénario d'incertitude assez remarquable. Pour une fois, on peut utiliser le mot incertitude sans le galvauder. Bien sûr. C'est pas ce que vont donner les élections. On comprend pas très bien les programmes économiques. On ne connaît pas la réaction des marchés, le cas échéant. Et on sait que dans le passé, y compris récent, le marché a pu surprendre dans sa réaction. Pensez Brexit, pensez élection de Donald Trump. C'est souvent un argument de dire le marché arrive à absorber des choses dont on n'aurait pas pensé qu'il aurait pu finalement s'en accommoder. Est-ce que du coup, on peut s'attendre à ce que le 8 juillet... le marché reprenne sa route ou en tout cas intègre la nouvelle donne quelle qu'elle soit? Peut-être, peut-être pas. D'accord. Très incertain. C'est la définition de l'incertitude. Voilà. Et là, pour le coup, on peut vraiment parler d'incertitude. Donc, une grande incertitude sur des événements qui ne sont pas anodins. On parle de la deuxième économie de la zone euro, un marqueur de sentiment pour les marchés, un pays cœur, en particulier sur le marché des taux d'intérêt. Donc on est quand même sur une chaîne d'événements qui attire l'attention. Et face à ces incertitudes, effectivement, pas beaucoup de dislocations. Regardez le marché actions, effectivement, la France a un peu sous-performé, le CAC a un peu corrigé. Le CAC avait énormément surperformé les mois et années précédentes. Il avait tiré la performance de l'Europe vers le haut. On parle de 5% de correction, ce n'est pas excessif. À un moment où probablement le marché avait besoin un peu de respirer, de consolider. C'était un mot qui revenait souvent. Bon. Sur le crédit, vous regardez les spreads d'entreprises françaises, donc les primes de risque que payent des entreprises pour se financer. Il y a eu une sous-performance, mais qui est assez alignée avec la sous-performance du souverain. Il n'y a pas de risque spécifique crédit français aujourd'hui qui se matérialise. Ouais. On va peut-être mettre quelques banques à l'écart, quoique, même les banques reviennent. Mais globalement, le marché du crédit, il ne se passe pas grand-chose. Et effectivement, sur les taux d'intérêt souverains, on voit cet écartement du fameux spread Allemagne contre France. C'est ce que disait Stéphane, ça ne va pas très loin quand même. On a déjà vu ces niveaux-là dans l'histoire. Et puis, on regarde en relatif à l'Allemagne, mais en absolu, les taux ont baissé. Donc, dans un scénario où, effectivement, les déficits doivent exploser si un tel est élu, si tel
programme économique est appliqué. Aujourd'hui, le marché, finalement, n'a pas une réaction excessive vis-à-vis de ce scénario-là. Les taux ont baissé, mais l'histoire qu'on lit quand même depuis 10 jours, c'est qu'il y a eu un stress sur la dette française, puis ensuite, la dette allemande est devenue encore plus attractive qu'elle ne l'était avant par rapport à la dette française. Donc, est-ce qu'il y a... Alors, effectivement, on parle de la France, un pays cœur, pour l'instant, en tout cas, au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un risque sur la capacité de la France à se financer à moyen terme, par exemple ? Aujourd'hui, le marché ne l'affiche pas, ce risque. Avec des taux qui sont stables, voire même en faible baisse, ils sont certes aujourd'hui plus élevés en relatif aux autres. Portugal est au même niveau, l'Allemagne est maintenant à 75 points de base, mais en absolu, les taux restent bas historiquement, restent stables sur une période courte. Donc le marché, aujourd'hui, n'a pas l'air de suggérer qu'il puisse y avoir une crise de la dette. Alors, ça tombe bien, on n'en sait rien, mais en investisseur, quand vous avez beaucoup d'incertitudes d'une part, et finalement assez peu de primes face à cette incertitude, assez peu de décote pour investir, vous avez plutôt envie d'attendre et plutôt envie de faire le pari que peut-être dans les semaines qui viennent, on va avoir davantage d'épisodes de volatilité, davantage de nouvelles, on va peut-être y voir un peu plus clair sur les sondages, sur les programmes économiques, sur les perspectives de déficit. Et dans cette volatilité, peut-être verrons-nous enfin de vraies dislocations qui justifieront de déployer. On entend des gérants nous dire qu'ils se séparent de leur dette française à court terme. Ça va dans le sens de ce que vous nous racontez, ou c'est une réaction un petit peu plus j'allais dire stressée, pas forcément, mais en tout cas une réaction un petit peu plus radicale face à la situation qu'on décrit actuellement? On voit des ajustements, effectivement. D'ailleurs, beaucoup de ces acteurs qui ont sous-pondéré un petit peu la dette française sont étrangers. On fera ce qu'on voudra de cette information. On l'a vu aussi sur les banques davantage. Sur le marché actions, un petit peu sur le marché du crédit aussi. On voit qu'il y a un rééquilibrage du risque vis-à-vis de la France. Encore une fois, dans cette incertitude, on a envie de recalibrer. Mais encore une fois, je reviens sur cette première intuition. Pas de mouvement majeur à constater. Encore une fois, à un moment où les marchés avaient très bien performé, avaient sûrement besoin de consolider. Donc ça n'engage à rien pour la suite. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore matière à sonner les cloches et à être agressif dans une allocation, dans un sens ou dans l'autre. Julien Kistrebert, pour reposer le sujet dans un contexte un petit peu plus global, toujours sur ce sujet, marché obligataire européen face à un risque politique français, dans un contexte quand même de lutte contre l'inflation en zone euro, avec une BCE qui, pour la première face à la Fed, a décidé de baisser pour une première fois ces taux. Est-ce que ça vient rajouter une donne supplémentaire sur j'ai envie de dire une économie européenne qui repartirait, ou ça reste deux histoires différentes qui n'ont pas de lien forcément entre elles? Alors, je pense que déjà, effectivement, il va y avoir un effet récessif, ça c'est évident, puisqu'il va y avoir un peu d'attentisme dans les prochaines semaines, mois, du côté des entreprises, ne serait-ce que pour investir. Ça paraît une évidence. Le deuxième point, je dirais, ce qui est important peut-être, c'est pourquoi le marché panique pas. C'est quand il regarde dans le rétroviseur, il a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays, que ce soit en Italie, en Espagne ou autres. Et finalement, même en Grèce, alors Tsipras a mis un peu plus de temps à rentrer dans le rang, mais ce qu'on a vu globalement, c'est que tous les mouvements très populistes, avec des programmes économiques, on va dire assez agressifs, ont dû revenir à la raison, tout naturellement. Et là, aujourd'hui, je dirais que le principal garde-fou, entre guillemets, ça va être les marchés financiers plus que les institutions. Donc ça peut être un peu surprenant dans une démocratie. Mais en tout cas, c'est une réalité. La capacité à financer l'économie. Exactement. Et donc, de toute façon, et puis on le voit d'ailleurs dans le discours, même du RN, on a un discours qui se pondère un petit peu sur la partie économique, sur les retraites. On dit oui, on va voir, pas forcément tout de suite. Marché électricité, bon, il y a des petits pas à gauche, des petits pas à droite, pas très très clair sur ce qu'ils veulent faire réellement. Donc on voit que globalement, le discours, en tout cas, ils sont en train de se rendre plus, je dirais, plus comme un parti de gouvernement. Et donc, ils sont en train de basculer un petit peu. Et du côté de l'extrême gauche, on le sait, LFI, évidemment, un programme très agressif. Mais ça reste une coalition avec des mouvances un peu différentes, donc une difficulté pour eux. Donc finalement, le sujet RN, finalement, les gens se disent, bon, c'est pas si mal. D'ailleurs, le Wall Street Journal le disait très bien. Donc c'est intéressant de voir la vision américaine, en disant que finalement, le discours, ils étaient plus anti-européens, même s'ils veulent changer les choses. Donc tout ça fait que, bon, ils rentrent un peu plus dans les clous, entre guillemets.
Et donc que ça crée moins de stress sur les marchés, d'un point de vue financier. Et puis le pire, c'est quoi? C'est le gouvernement technique, comme on a eu en Belgique. Bon, ça a pu durer quelques mois. Alors effectivement, on a des réformes de structure à faire, puisque on rentre dans des déficits excessifs au niveau de l'Europe. Mais tout ça, finalement, est en train de passer. En tout cas, du point de vue du marché, il y a un peu de réaction. Mais on va attendre de voir ce que donnent les élections et puis l'application réelle des programmes qui, à n'en pas douter, seront assez éloignés des promesses électorales. Donc quand vous regardez effectivement la situation, vous la comparez finalement à d'autres moments, que ce soit l'élection de Trump aux États-Unis ou Meloni, effectivement l'arrivée au pouvoir de Meloni en Italie, et où finalement il y avait un stress avant que ça arrive, et le jour où c'est arrivé, on s'est rendu compte qu'on arrivait économiquement à intégrer cette nouvelle donne et qu'il n'y avait pas de plus grand stress à avoir, si je comprends bien. On ne va pas résoudre les problèmes de déficit que l'on a, ça c'est très clair, parce que d'un point de vue électoral, c'est pas possible. Donc j'ai envie de dire, on va continuer comme on faisait auparavant. D'accord. Est-ce qu'on va accélérer autant que ce que les programmes disent? On n'y croit pas du tout. Voilà. Après, il faudra évidemment qu'ils donnent quelque chose quand même, puisqu'ils se sont avancés. Et puis de toute façon, ils ont besoin de la BCE. S'il y a de la détention sur la dette et qu'on demande l'aide de l'Europe, on ne pourra pas dire en même temps on ouvre les vannes et on dépense comme on veut. C'était assez intéressant aussi. Il y a la réunion à venir au niveau européen où les Allemands s'opposent à l'émission d'une dette commune pour le financement notamment de la défense européenne. Donc on voit quand même que ça crée quand même des situations un peu d'attentisme à ce niveau-là. Voilà. Bon, je dirais que la plus mauvaise nouvelle, c'est que ça veut dire que d'un point de vue économique, en tout cas pour la France, ça veut dire que les prochains mois vont être relativement calmes. Bon, c'est l'été, certes, mais ce sera encore plus calme, certainement en termes de décisions d'investissement. Je pense que, si je peux me permettre, il ne faut pas en revanche sous-estimer non plus l'importance des événements en cours. C'est-à-dire que cette thématique des déficits, de la dette galopante, c'est une thématique qui existait depuis un certain temps, qui était dans l'esprit des investisseurs. Les dynamiques de déficit ne sont pas bonnes. La France en particulier rentrait dans cette séquence électorale en position de faiblesse. Le deuxième déficit de la zone euro, je crois que c'est la troisième ou quatrième en termes de ratio de dette sur PIB, une dégradation de la note la semaine précédant les élections. Donc il y avait déjà une fébrilité vis-à-vis de cette thématique et finalement elle est évidemment renforcée par les événements actuels. Le marché s'interroge, les investisseurs s'interrogent, dans quelle mesure serons-nous en capacité d'absorber tous ces nouveaux déficits, de nouvelles émissions. C'est une conversation aussi qui a lieu et qui aura de plus en plus lieu évidemment aux États-Unis. Où là, bien sûr, oui. La question va se poser en des termes très crus. Les deux parties semblent vouloir s'orienter vers des politiques dépensières qui laisseraient là aussi filer les déficits. Et donc, on s'interroge sur cette capacité du marché à continuer à absorber ces déficits. C'est un vrai risque et potentiellement sur les taux d'intérêt, un risque qui pourrait avoir des impacts long terme. Donc, une incertitude, le pire n'est pas certain. Effectivement, l'histoire a tendance à rassurer, mais il y a un scénario aussi qui se profile où on pourrait avoir un petit peu de mouvement sur les taux d'intérêt. Bon, moi, je suis un peu plus optimiste, du coup. Stéphane Déhaut, vous nous parliez tout à l'heure, effectivement, face à une récession, il y a deux histoires. Il y a l'histoire allemande ou l'histoire italienne. Meloni était plutôt... Certains, on peut lire globalement que... deux choses, finalement, sur la situation italienne. On peut lire... regardez, c'est pas si grave, les marchés finalement ont intégré, et de ce que je comprends de ce que vous nous avez dit il y a quelques minutes, c'est pas non plus une belle histoire, il faut intégrer qu'on va se financer plus cher et que globalement ça devient une situation plus complexe pour un gouvernement. Alors moi, je n'aime pas trop le parallèle avec Meloni parce que je pense qu'il y a deux énormes différences. La première différence, c'est que on a le droit de ne pas être d'accord avec Meloni, mais sur le plan purement économique, elle n'a jamais eu un programme économique, j'allais dire délirant, c'est peut-être pas le terme, mais elle a toujours eu un programme économique très orthodoxe. Et nous, on l'avait écrit, enfin j'étais dans une autre entreprise à l'époque, on disait, écoutez, vous pensez ce que vous voulez de la ligne politique, mais d'un point de vue strictement économique, il n'y a pas de problème. Son conseiller économique, alors je suis désolé, son nom m'échappe, mais c'est un ancien du FMI qui est très carré, etc. Et quand elle est arrivée au pouvoir, on sait que Draghi est resté la pièce à côté, il lui a tenu la main, l'a aidé, etc. Donc ça n'a rien à voir avec l'option française. Et le deuxième point, c'est que Meloni a toujours été pro-européenne. Je rappelle qu'elle ne siège pas dans le même groupe parlementaire que le RN à Bruxelles. Donc, une des premières choses qu'elle a faites, c'est aller à Bruxelles et dire mais on est d'accord, etc. Donc, il y a eu une solidarité européenne.
J'ai bien compris que le RN parle plus de sortie de l'euro et autres. Il veut même s'éloigner de l'AfD en Allemagne, au européen. Mais bon, ça fait quand même 20 ans qu'ils vomissent sur Bruxelles, sur la BCE. S'il y a un problème, je ne suis pas convaincu que le filet de sécurité dont a bénéficié l'Italie soit aussi facile à déclencher pour la France. Donc il faut faire très attention, je pense, au parallèle. Ce n'est pas du tout le même animal qu'on a en France par rapport à Mélanie. Donc voilà, je suis un petit peu plutôt du côté des pessimistes. Je pense qu'il y a un scénario central qui est un peu celui que vous décriviez, qui est finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe, on y est. Dans ce cas-là, il n'y a rien à gagner avec la dette française. Et puis, il y a quand même quelques scénarios alternatifs qui sont beaucoup, beaucoup moins sympathiques. Donc, en gros, c'est un peu comme quand je joue avec mes enfants. C'est soit je gagne pas, soit je perds. Et là, c'est exactement le même principe. C'est soit on a le meilleur scénario possible et on n'a rien à gagner, soit il y a des scénarios alternatifs. Alors, je ne sais pas avec quelle probabilité. Et alors là, il y a beaucoup à perdre. Et dit autrement, pour compléter ce que vous dites, il faut une prime pour ce risque. Ben oui. Il faut être payé. Qui n'existe pas aujourd'hui. Elle n'est pas évidente, selon nous, en tout cas. Julien Kistreber, que dire face effectivement à ce constat? Si je reprends l'analogie, où je ne gagne pas, où je perds, il y a un scénario aujourd'hui où en France, quand même, on peut être un petit peu plus optimiste sur le marché obligataire, sur le marché action ou autre? Ça dépend de quoi on parle. Oui, si l'idée c'est de dire est-ce qu'il faut acheter de la dette française, c'est une évidence qu'il n'y a pas forcément de raison spécifique de le faire. Après, il y a des acheteurs naturels qui, s'allègent un peu pour certains, mais qui de toute façon reviendront à un moment ou à un autre. Donc là-dessus, j'ai pas d'inquiétude particulière. C'était plus par rapport, je dirais, à la baisse du CAC 40, par exemple, où les grosses valeurs très internationales, évidemment celles qui sont très locales ou qui ont des actifs sur lesquels on parle de nationalisation, évidemment, il faut être un peu plus prudent. Mais globalement, effectivement, plutôt du... Après, ça dépend aussi de ses positionnements. C'est vrai que nous, on avait des allocations qui étaient très US, très peu de France. Donc, du coup, on n'a pas subi ce mouvement-là. On est plutôt à se dire à quel moment on rééquilibre un petit peu cette grosse sous-pondération sur la France. Donc, c'est vrai que... D'accord. À quel moment on considère qu'il y a des opportunités quelque part? Exactement. Ok. Donc, c'est aussi, je pense qu'on est tous biaisés. Alors, je ne connais pas vos expositions respectives, mais c'est vrai que n'en ayant pas ou très peu... on se dit à un moment, il y a peut-être quelque chose à faire sur certains titres qui ont bien corrigé. Mais alors justement, quand on revoit un CAC 40 qui, la semaine suivant l'annonce d'élections législatives anticipées, qui se défait de sa performance des 6 premiers mois de l'année, on se dit pas, tiens, effectivement, c'est peut-être une zone d'opportunité. On attend quand même, on reste encore un petit peu dans l'observation. Oui, non, mais quand j'ai dit que j'étais optimiste, ça ne veut pas dire que je suis optimiste BA et qu'il faut... Et tout de suite, c'est ça. Faut être clair là-dessus. Je dis juste qu'il y a des choses qui peuvent interpeller. Je sais pas, je prends un exemple, un Saint-Gobain qui perd 10-15%. Bon, voilà, effectivement, ils ont une activité en France, mais il n'y a pas de risque de nationalisation. Le groupe est bien diversifié. Bon, il y a peut-être des choses à regarder. C'est vrai que je n'irai pas forcément sur des small cap pures françaises, parce que là, il y a plus l'effet récessif là, qui peut jouer. Mais je dirais que d'une manière générale, oui, je pense qu'il va falloir surveiller, parce qu'il va y avoir des points d'entrée sur certaines valeurs. Si on va voir un petit peu ce qui se passe du côté des États-Unis, Raphaël Thuin, quand on parle des États-Unis, on parle du Nasdaq. Quand on parle du Nasdaq, on parle de 7 valeurs et on parle notamment d'une valeur, Nvidia, qui a pas mal corrigé ces derniers jours. Bon, là, effectivement, on constate un petit rebond à l'ouverture, mais qui a pas mal corrigé, mais qui reste sur des niveaux absolument stratosphériques. Donc, quand on corrige de 13%, on perd 430 milliards d'euros de valorisation. Quelle est l'histoire qu'on nous raconte là? C'est logique, les montants sont astronomiques, mais ça reste finalement un parcours assez logique. Ou peut-être que derrière, ça nous dit c'est trop concentré, ou on a voulu aller absolument sur l'intelligence artificielle et maintenant on commence à regarder un petit peu plus où on veut aller. Est-ce qu'on nous dit c'est trop haut? Est-ce que ça se dit ça sur les marchés? Comment est-ce que vous analysez cette séquence des 3 derniers jours, Raphaël? Ouais, c'est intéressant. Là, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est évidemment très important. Le facteur IA, il a tiré les marchés vers le haut. On ne peut pas surestimer l'importance
de ce facteur IA. Dans les indices, il est très représenté évidemment, et en particulier Nvidia, qui est aujourd'hui une très grande entreprise. Et puis il était même dans toutes les publications de résultats, on n'avait pas une stratégie qui ne mentionnait pas le terme GenAI ou IA tout simplement. Absolument. Donc c'est un facteur qui tire le marché. Il a reconnu des performances absolument remarquables sur les derniers mois, les dernières années maintenant. Et la question va se poser au deuxième semestre. À ces niveaux de performance et ces niveaux de valorisation, qu'en est-il pour l'avenir? Sommes-nous sur des points trop élevés? Allons-nous assister à une rotation? Aujourd'hui, la performance du marché est très étroite autour de ce facteur tech IA momentum, appelons-le. Va-t-on voir finalement une diversification de ce leadership vers d'autres valeurs, peut-être plus value, etc. Donc ça, c'est vraiment la clé peut-être du second semestre, ou en tout cas une des clés. Alors, on a parlé d'élections, inflation, économie. Et il y a celle-là. Il y a aussi celle-là. Et celle-là, c'est vrai qu'on est tous très attentifs à ce qui se passe sur le marché autour de Nvidia. C'est vrai que ces derniers jours, à l'exception d'aujourd'hui, on a vu cette rotation. On a commencé à avoir des prises de profit sur Nvidia, un moment où effectivement les valorisations ne sont pas peu chères, la performance a été remarquable, et on est en droit de s'interroger sur la possibilité que cette performance et ces niveaux de valorisation perdurent sur la durée. On peut imaginer qu'effectivement, il y a eu un phénomène épisodique de marché très fort. Dans quelle mesure ce type de performance et de valorisation est soutenable sur la durée? On s'interroge. Et c'est vrai que ce facteur IA, il est incontournable. C'est une méga tendance. Il faut s'y exposer. Il y a probablement consensus sur le sujet. La question, c'est comment s'y exposer? Et est-il en train potentiellement de s'essouffler? On sait que l'IA, ça a été un gros facteur de dépenses d'investissement pour les entreprises en général et en particulier les grosses tech. Ça n'a pas été pour l'instant vraiment un facteur de productivité. Donc on est encore sur une dynamique qui est assez naissante finalement autour de l'IA. On sait que ces grosses tech et ces grandes entreprises ont beaucoup dépensé sur l'IA. On commence même à entendre qu'elles ont peut-être surinvesti. Aujourd'hui, il y a des conversations autour du fait que beaucoup de ces puces qui ont été achetées chez Nvidia ne sont pas en utilisation parce qu'il n'y a plus de place dans les centres de données. Que Nvidia songe maintenant à se diversifier vers d'autres activités, sentant qu'effectivement, potentiellement, le vent pourrait tourner. Donc on s'interroge peut-être à court terme sur cette idée que, bien que ce soit une méga tendance long terme et qu'il faut en avoir sur le portefeuille, on pourrait atteindre peut-être un plateau ou en tout cas avoir une accalmie sur ce front-là. C'est intéressant parce que dans ce que vous nous dites, la tendance en fait sur Nvidia donne un peu le là sur la méga tendance. On pourrait se dire aussi ça va déconcentrer peut-être un petit peu pour aller vers d'autres valeurs. Mais non, si je comprends bien, globalement, ce qui se passe sur Nvidia donne le là sur le reste des entreprises exposées sur le sujet IA aujourd'hui. C'est un marqueur de sentiment et aujourd'hui, la profitabilité de l'IA, elle se fait à travers le hardware, la production de puces, c'est là où l'activité se trouve, en termes de services, en termes de logiciels, en termes, encore une fois, d'applications concrètes au quotidien des entreprises. On commence à avoir des exemples, mais il est rare d'être sur des conférences téléphoniques d'annonce de résultats où on voit concrètement l'impact de l'IA sur telle et telle entreprise ou telle et telle profitabilité. Donc aujourd'hui, cet impact, clairement, il est centré sur ces entreprises qui produisent ces processeurs et ces puces. On n'a pas encore vu vraiment d'élargissement sur d'autres secteurs d'activité. Et dans ces conditions, à des niveaux de valorisation qui sont élevés, effectivement, peut-être que le marché commence à se poser des questions. Ça va être un facteur très important pour le second semestre. Encore une fois, il a tiré le marché vers le haut. Il est très représenté dans les indices, très représenté dans les ETF qui sont eux-mêmes présents dans beaucoup d'allocations. Si demain on devait voir un mouvement en sens inverse, on verra. Et ça serait pas potentiellement possible. Ça serait possible, on l'a vu dans l'histoire. Le mot qui fait peur chez Nvidia, c'est peut-être Cisco. Vous vous souvenez peut-être, au moment de la bulle Internet, bien sûr, l'action Cisco qui lui-même était un fournisseur pour cette méga tendance Internet, avait fait un aller-retour assez spectaculaire. On n'en est évidemment pas là, mais c'est dans tous les esprits et ça sera un facteur à suivre pour le second semestre. Stéphane Déo, il y a effectivement le parcours à court terme d'une valeur, Nvidia, et la méga tendance à long terme. Comment est-ce qu'on intègre les deux en complément de ce que nous a déjà dit Raphaël Turin? Je vais probablement redire ce que Raphaël a dit avec différents mots. Je pense qu'il y a deux sujets qu'il faut séparer. Le premier, c'est Nvidia, tout simplement. Alors nous, on a fait beaucoup de travail. Vous savez qu'Nvidia dessine des puces
mais ne les produit pas. C'est TSMC qui les produit. Ils n'ont pas d'usine, en fait. Okay. Et en fait, TSMC a besoin de composantes qu'ils sourcent ailleurs, etc. Donc, on a regardé toute la chaîne. Il y a beaucoup de choses qui se font, en particulier à Taïwan et en Corée, mais pas uniquement. Et tous les indicateurs convergent vers l'idée que la production va augmenter, que la demande est là, etc., etc. Donc, on a ce problème récurrent depuis 2 ans où on dit Nvidia, c'est cher. Ils ont beaucoup cru, mais on arrive à un plateau. Je pense que le plateau, il est pas là. Il sera dans 1 an. Et donc, il y a encore beaucoup de jus sur Nvidia. Alors, entre parenthèses, je suis désolé, je suis obligé de préciser que je suis actionnaire d'Nvidia. Ok, très bien. Donc, hier, j'étais pas très, très content. D'accord, vous avez suivi ça de près, du coup. Mais vous avez dit 140% depuis le début de l'année, donc finalement, on s'en sort pas si mal que ça. Mais donc, je pense que sur Nvidia, on reste très constructif parce qu'ils viennent de sortir de nouvelles puces qui sont encore plus puissantes que les précédentes. La demande est là. Et donc, il y a encore quelques trimestres, je pense, qui sont très, très bons. Et les valos sont effectivement élevés en spot. Mais si on met des taux de croissance assez élevés, on tombe sur des valos fin d'année, début d'année prochaine, et qui sont tout à fait raisonnables. Donc, Nvidia, pour nous, il y a encore du jeu. En gros. Après, il y a l'autre sujet qui est la monétisation de l'IA. Et ça, effectivement, pour moi, il y a un énorme sujet. Prenez Google, par exemple. Google vous dit, mes publicités vont être 3 fois, 5 fois, 10 fois plus efficaces. Ça ne veut pas dire que vous allez dépenser 3 fois, 5 fois, 10 fois plus de publicité. Vous dépensez autant. Si vous donnez de la publicité sur Google, vous allez être plus efficient, mais Google ne va pas gagner plus d'argent. Par contre, ils ont des milliards et des milliards d'investissements de l'autre côté. Et donc, il y a une question de captage de la valeur ajoutée par les sociétés qui fournissent de l'IA. L'autre exemple, c'est Microsoft qui vous propose Copilot, je crois que c'est $50 par an. Copilot, si vous l'utilisez bien, moi, ça va m'économiser plusieurs journées de travail, si ce n'est plus, par an. Donc, sur un salaire d'un cadre où vous allez économiser des journées, voire des semaines de travail, Microsoft arrive à capter $50, ce qui est quasiment rien. Et donc là aussi, vous avez un investissement en IA qui est colossal, et la monétisation, en fait, elle est microscopique. Donc je pense qu'à un moment donné, il peut effectivement y avoir un sujet, mais vous voyez, c'est vraiment 2 sujets différents. On peut rester optimiste sur Nvidia parce que la tendance est là, et être dubitatif sur la monétisation in fine de l'application de l'IA. Julien Kistrebert, alors 2 sujets, monétisation et valorisation. Un petit mot quand même sur les valorisations. Effectivement, je reprends ce que vous disiez, Stéphane Déo, valorisations qui sont hautes, sauf si on se projette sur le potentiel de la valeur. Comment est-ce que vous analysez ça aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez cette séquence Nvidia qui, lorsqu'elle arrive tout en haut, quelque part, première capitalisation boursière mondiale, redescend? Alors, de beaucoup, parce qu'on était arrivé très haut, c'est quoi, 13%, oui, effectivement. Comment est-ce que vous analysez ça, vous qui nous le disiez tout à l'heure, était beaucoup plus investi aux États-Unis qu'en France à l'heure actuelle? C'est une respiration, là, tout simplement, pour l'instant. 13%, c'est une respiration? Quand on a un tel niveau de volatilité, 13%, c'est une respiration. Tout est relatif. Donc là-dessus, je ne pense pas que ça change grand-chose. Sur le sujet d'NVIDIA, il est assez simple. C'est une valeur cyclique qui est sur le bon segment, en monopole, avec du pricing power. Et des gens en face qui ont des gros moyens et qui achètent tout ce qui arrive sur le marché. Donc la vraie question, c'est combien de temps le cycle dure. Bon, sur la demande, a priori, il n'y a pas de sujet. L'autre sujet, c'est la concurrence. Est-ce qu'elle va émerger un jour? Oui, non. Pour l'instant, on voit qu'ils sont en retard. Ils sont tous en train d'investir dessus, même leurs principaux clients. Google, Microsoft, eux-mêmes investissent sur le développement de puces pour l'IA également. Donc pour l'instant, on ne voit rien émerger, en tout cas, qui pourrait changer la structure du marché, en tout cas pour les prochains trimestres. Le sujet monétisation qui a été évoqué à court terme ne viendra pas réduire des potentiels investissements Non, parce que les acheteurs ont tellement de cash flow de toute façon, et ils veulent prendre le marché, ils investiront. Ça, j'y crois peu au fait qu'ils reculent. Le vrai sujet, c'est s'il y a des alternatives, et ils en veulent. Ça, c'est clair. Ils cherchent des alternatives. Pour l'instant, ils n'en ont pas, donc ça, c'est clair. Mais voilà, et Nvidia, c'est quand même une société. Il y a eu la même histoire sur
sur les crypto-monnaies à un moment où il y a beaucoup normalement sur le titre, ça s'est un peu effondré. J'osais pas faire le parallèle, mais certaines sociétés comme Facebook ont changé de nom justement pour le métaverse, sont appelées Meta, et on nous a expliqué que finalement, bon, il y avait peu d'usage réel, en tout cas à court terme, même si maintenant on en trouve effectivement de manière industrielle. L'IA, oui, voilà, c'est ça. C'est deux sujets différents. Il y a de l'usage, ça c'est clair. Mais il y a cette crainte. Oui, il y a cette crainte de la monétisation, mais sur Nvidia à court terme. Je me rappelle, j'en avais parlé il y a quelques temps, j'avais dit, c'est un peu comme les chercheurs d'or. Est-ce que vous achetez les mines d'or, donc ceux qui vont proposer des solutions d'IA, ou les vendeurs de pelles et de pioches? Bon, Nvidia, c'était le vendeur de pelles et de pioches, en l'occurrence. Bon, c'était effectivement la bonne pioche. D'accord. Pour jouer la thématique. Mais voilà, mais pour moi, tant qu'il n'y a pas de vraie solution concurrente qui arrive, il n'y a pas de sujet. Le problème, c'est que le jour où ça va arriver, on parlait de respiration et de volatilité du titre, ça fera très très mal. Si un de leurs gros clients qui annonce qu'ils sont en capacité de s'auto-fournir, d'accord, ouais. Les prix qu'on multiplie par X, forcément ça va être un peu plus compliqué, parce que l'histoire de la progression, c'est quand même une énorme progression des résultats, c'est ça aussi. Donc face à une méga tendance, le plus gros risque pour Nvidia, c'est une structuration du secteur quelque part. C'est qu'on passe d'un marché en monopole avec des clients qui sont en capacité de produire une partie eux-mêmes. Et vu ce qu'ils dépensent, j'imagine qu'ils doivent dépenser un petit peu aussi en R&D en parallèle. Bon, après tout ça, on est dans la fiction. Bien sûr. Mais c'est des sujets sur lesquels ils travaillent. Donc on ne peut pas exclure que ça arrive un jour. Autre question, toujours sur ces marchés aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs, Julien Kestrebert. Aujourd'hui, quand on investit sur les marchés, qu'est-ce que vous regardez, vous, de manière générale? On a forcément le prisme IA avant d'aller regarder d'autres secteurs d'activité, d'autres thématiques. Qu'est-ce que vous regardez, vous, de manière plus large? C'est évident qu'on ne peut pas ne pas avoir de tech, ça, c'est sûr. En tout cas, c'était dangereux de ne pas en avoir ces derniers temps. Plus globalement, je trouve que les cycliques sont toujours intéressantes à reprendre un petit peu avant les publications. On voit que les résultats des entreprises sont quand même globalement bons. On a un niveau d'inflation qui est totalement supportable pour elles en termes de hausse de prix. Donc pas de gros sujets sur les marges. Alors, évidemment, il peut y avoir des problèmes de supply chain, comme sur Airbus, mais plus globalement, on a quand même une économie qui se tient. D'ailleurs, on est très centré sur la France, donc on dit, oh là là, c'est très compliqué les marchés en ce moment. Bon, si on a une vision un peu plus globale, c'est pas si compliqué que ça finalement. C'est sûr que si vous avez beaucoup de France et d'Europe, ça a secoué un petit peu, mais sur les autres marchés, il n'y a pas eu de choses, extrêmement négatives. Donc je dirais que plutôt tout va bien pour l'instant. On a l'atterrissage en douceur aux États-Unis. Alors certes, ça veut dire pas de baisse de taux rapide, mais d'un autre côté, les entreprises vivent assez bien dans cet environnement. Donc c'est pas un énorme sujet. On a effectivement des élections américaines qui arrivent, mais avec des gouvernements qui veulent dépenser plus, certains qui veulent encore baisser les impôts, comme ils ont pu le faire lors de leur précédente élection. Et si vous rendez 7% de résultats aux entreprises via des baisses d'impôts, ça fera que monter le marché. Donc plutôt constructif. Et donc plutôt utiliser la volatilité pour renforcer, en tout cas, à bon compte si on peut. Raphaël, qu'est-ce que vous regardez dans le marché actuellement qu'on n'a pas évoqué ou pas suffisamment évoqué ce soir? Nous, notre postulat de départ, c'est que déjà sur l'inflation, elle va probablement mettre beaucoup de temps à descendre, que ce régime de taux d'intérêt dans lequel on est aujourd'hui, il est probablement parti pour durer, pour perdurer, que c'est un nouveau régime de taux plus élevé, d'une part. Et puis d'autre part, deuxième constat, c'est que à un moment où l'économie et la génération de profits et de résultats n'a cessé de surprendre par sa résilience, on estime qu'on commence à voir quelques signes qui peuvent faire penser que dans les mois qui viennent, on va avoir un certain ralentissement. Donc un peu d'inflation qui continue de perdurer avec des taux élevés, des économies qui ralentissent et probablement cette capacité de générer une telle profitabilité qui sera moindre, ça va vraiment gouverner nos allocations. Alors, comment ça va les gouverner? Le mot incontournable aujourd'hui dans les allocations, c'est l'obligataire. L'obligataire, il est de retour. Je sais qu'on en parle tous beaucoup, mais c'est incontournable. Aller construire dans une allocation un matelas de rendement
où on va faire du portage sur d'ailleurs des émetteurs de qualité. On est enfin payé sur l'obligataire pour investir sur des émetteurs de qualité. On peut toucher du 5, 6, 7, 8% parfois sur des émetteurs de qualité sur lesquels le risque de crédit et le risque de défaut sont contenus, on va dire. Ça va nous intéresser. Ça peut constituer un matelas en termes d'allocation, un matelas de performance. Et puis ensuite, aller chercher des convictions sur des budgets de volatilité, on va dire, un peu plus élevés. Alors sur l'obligataire, il y en a. On va parler des financières, même en ce moment où elles ont un peu décoté. On considère que la trajectoire pour les financières à long terme est intéressante. Sur les actions, on va s'intéresser à des poches de valorisation moindres. On va se méfier de ces grandes valorisations très élevées. On a effectivement des ensembles de marchés assez disparates, beaucoup de dispersion. Et au sein de ces grands indices, on a des poches de qualité à valorisation plus raisonnable. On va regarder des méga tendances long terme. La tech, évidemment, en est une et il faut être investi. On regarde aussi l'Europe, qui n'est pas très chère et sur laquelle on a aussi des belles entreprises qui peuvent être aussi bénéficiaires de certaines méga tendances long terme. Je fais court, mais voilà, plutôt de l'obligataire et des budgets de conviction sur les actions. Stéphane Déo, même question. Qu'est-ce que vous regardez dans le marché aujourd'hui ? Alors moi j'ai une formation d'économiste, donc je vais commencer par un commentaire sur l'économie. Ce qui me choque beaucoup à l'heure actuelle, c'est que tous les économistes ont à peu près le même scénario en tête. Il n'y a plus vraiment de gros débats. Si vous vous souvenez, en octobre, novembre, il y avait des gens qui vous disaient récession aux US, c'est sûr. Des gens très optimistes. Il n'y a plus ça en fait. Tout le monde raconte une histoire, comme l'a dit Raphaël, de ralentissement, mais pas marqué. Donc il n'y a pas de gros paris macro à faire. Donc nous, on a un portefeuille où on a beaucoup de ce qu'on appelle les compounders, c'est-à-dire des grandes entreprises qui ont une croissance stable, etc., qui est une autre façon de faire du portage. On peut le faire avec de l'obligataire ou avec ce genre de gros paquebots qui montent doucement avec peu de volatilité. Donc ça, c'est le cœur du portefeuille. Et après, on a plusieurs paris. Alors, on a la tech. Je suis désolé, c'est pas original, mais c'est un pari. C'est obligatoire. On a la tech. On a un pari sur le cuivre aussi. Okay. Il y a un vrai sujet de pénurie de cuivre. Comme d'habitude, on ne sait pas à quel moment le prix du cuivre va exploser. Mais la demande n'arrête pas de progresser. Et l'offre ne peut pas progresser. Elle a plutôt tendance à baisser. Donc, il y a un moment où l'effet ciseau va exploser. Donc c'est un autre sujet. On a plusieurs valeurs chinoises aussi. Alors la Chine va mal, je sais, je suis au courant, tout le monde est au courant. Ça va mieux. Ça va moins mal. Voilà. Ça va moins mal. Un peu mieux. Mais toujours très optimiste. on pense que le marché a pris la bonne thématique, c'est-à-dire il faut mettre un discount sur les actifs chinois, mais comme souvent le marché a poussé la thématique beaucoup trop loin et surtout n'a pas été discriminant. C'est-à-dire si vous allez chercher certains noms, vous avez des sociétés, Pinduoduo par exemple, dont on est actionnaire, 40% de croissance, 10% de PE, 10% de PE, vous regardez sur la côte française, vous avez des trucs qui ne bougent pas. Donc il y a des pricing qui sont vraiment aberrants. Alors Pinduoduo, c'est la compagnie qui détient Temu, le site de vente en ligne. Donc il y a plusieurs thématiques comme ça qu'on greffe sur un cœur de portefeuille qui en fait nous porte gentiment vers le haut. On finira là-dessus. Merci beaucoup Stéphane Déo, merci beaucoup Julien Kistrebert, merci beaucoup Raphaël Thuin de nous avoir accompagnés dans Planète Marché. Et on se retrouve nous tout de suite dans Marché à thème.